Don't touch me like I'm an ordinary man. Have a look in my eyes. Underneath my skin there is a violence. It's got a gun in its hands. Ready to make sense of anyone, anything, anyone, anything, anyone, anything, anyone, anything, anyone, anything. Black holes living in the side of your face. Razor wire spinning around, you're 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 around. Bullets are the beauty of the blistering sky. Bullets are the beauty and I don't know why. Bullets are the beauty of the blistering sky. Bullets are the beauty and I don't know why. Mais pourquoi ce thème ? Eh bien, il faut savoir qu'en période de crise comme la nôtre, de fortes dissensions se créent et une minorité dirigeante et aristocratique divertit à outrance les classes populaires pour les rendre inconsciemment inoffensives. Ce processus employé depuis la nuit des temps est toujours d'actualité. C'est pourquoi nous avons décidé de traiter ce thème, car aujourd'hui plus que jamais, nous sommes des marionnettes. Notre thème se concentre autour de deux mots principaux, divertissement et crise. D'après Blaise Pascal, le divertissement est un moyen d'échapper à l'angoisse de la mort et d'oublier les tracas quotidiens, notamment en période de crise, et nous parlerons ici de crise économique et sociale. Au niveau économique, les conséquences de la crise sont la baisse de pouvoir d'achat et l'augmentation du chômage, ce qui engendre au niveau social de véritables inégalités entre les plus riches et les plus pauvres, et un mécontentement général croissant. Comment les autorités anesthésient la population en période de crise ? Pour illustrer notre réponse, nous analyserons principalement trois œuvres. On achève bien les chevaux, l'adaptation cinématographique par Sidney Pollack du roman de Horace McCoy, The Truman Show, autre film, mais celui-ci de Peter Weir, et Hunger Games, la trilogie de livres à succès de Susan Collins. Chaque œuvre est associée à un axe chronologique, le passé, le présent, et bien entendu le futur. Dans les temps antiques, l'État avait comme solution en période de crise de divertir la population. On le constate dans la fameuse pratique latine panem et circenses, du latin du pain et des jeux. Elle consistait à donner du pain à la population pour lutter contre la famine et à rendre omniprésent le théâtre dans la vie des gens. Rythmer la vie des citoyens romains avec ce divertissement permet de leur faire oublier leurs conditions précaires et d'en éviter d'éventuelles rébellions. Cette pratique permet au gouvernement de contrôler les peuples sans qu'ils ne s'en rendent compte. Dans On achève bien les chevaux de Horace McCoy, les pauvres sont utilisés dans un grand concours afin de divertir l'aristocratie. En effet, le film se passant en 1932, alors que les États-Unis connaissent une grande dépression économique, on décide d'organiser des marathons de danse qui offrent aux vainqueurs une prime. Poussés par la misère et le chômage, nombreux sont les volontaires, mais seulement un couple pourra se partager la récompense. On y retrouve tout type de profils, tels qu'une maman enceinte, un couple ambitieux voulant percer dans le cinéma, ou encore Robert, le personnage principal, qui entre par hasard dans l'aventure à la demande d'une inconnue, Gloria, qui venait de perdre son partenaire. Il y a d'abord un contrôle de santé pour savoir si les volontaires sont aptes à participer, mais celui-ci est négligé par les organisateurs. Durant les inscriptions, l'animateur précisera la présence d'infirmières qui seront là à plein temps, contrairement aux docteurs qui ne seront là qu'à temps partiel. Après avoir insisté sur cette information, il répète les règles du jeu ainsi que la somme d'argent à gagner, qui c'est 1500 €, pour encourager les gens à participer. Le but du jeu est donc d'être le dernier couple à danser sur la piste. Il sera interdit de mettre 2 genoux à terre sous peine d'être éliminé. On a droit à 10 minutes de repos toutes les 2 heures. Pendant ce temps libre, les candidats devront, en plus de se reposer, se laver, changer de vêtements, se recoiffer ou encore faire leur linge. Ils auront 3 fois par jour un buffet à leur disposition, mais n'auront alors que 10 minutes pour se ravitailler sans s'arrêter de danser. L'épreuve étant intense, le public peut parrainer un couple en lui donnant la somme de son choix pour encourager ses favoris. Malheureusement aveuglés par la récompense, ils pensent saisir une chance de sortir de la pauvreté, mais en réalité ce n'est que de la mise en scène. Même la prime promise ne sera pas complète car des frais seront prélevés dessus. On constate effectivement tout au long du film une déshumanisation des participants, qui sont appelés par des numéros, ou encore une déshumanisation des participants par le public, d'après l'animateur qui dit, je cite, « Les gens veulent voir le spectacle de la misère, ça les aide à mieux supporter la leur. » Le jeu semble interminable, car ici les participants passeront le cap des 1000 heures de danse.
Malgré la fatigue omniprésente, l'épuisement physique et moral, et même poussant parfois à la folie, les candidats sont bien décidés à remporter le concours. L'animateur installe un climat de confiance avec les candidats, mais il ne fait cela que pour mieux les manipuler et les mettre en scène. Rassemblez tout le monde et essayez de trouver qui a fait ça. C'est pas un des participants. Qu'est-ce que vous en savez? Parce que c'est moi qui ai fait le coup. Il révèle ceci aux personnages principaux en leur disant C'est le spectacle qui compte avant tout, non? « Et pour cela, il sera prêt à tout, tel que jeter une robe de valeur sentimentale d'une participante, proposer un mariage sur la piste de danse, organiser une course de 10 minutes où les 3 derniers couples seront éliminés, il ira même jusqu'à cacher la mort d'un candidat sur la piste. » Le film se termine tragiquement car Gloria, ayant compris les réels enjeux, finit par vouloir se suicider. Mais n'étant pas assez forte pour le faire, elle demande à Robert, qui finit par la tuer. Le titre de l'œuvre fait donc une métaphore avec les chevaux, des humains qui sont réduits à des animaux. On comprend que pour anesthésier les pauvres, la société leur fait croire que leur condition sociale ne dépend que d'eux et qu'ils peuvent s'en sortir avec un peu de bonne volonté. Ils ne sont donc que des pions sur l'échiquier des fortunés. Ces derniers n'ont même pas de compassion puisque tout est mis en œuvre pour déshumaniser les participants et les ramener au stade animal. Ce système assure le pouvoir au gouvernement sur le long terme, puisque les pauvres sont enchaînés dans leur misère et que les riches sont amusés de les voir impuissants. Mais partons désormais sur une note peut-être un petit peu plus dynamique. L'actualité nous intéresse, et en ces temps troublés par les menaces nucléaires, économiques et écologiques, on note que désormais la mise en scène fait partie intégrante de tout événement public. Depuis toujours, les personnalités du monde se livrent à de petites escarmouches les uns avec les autres, de manière à susciter l'intérêt des foules. On peut notamment penser au débat Chirac-Mitterrand en 1988, où il s'agissait autant de briser son adversaire que de convaincre par des idées. Ce soir, je ne suis pas le Premier ministre, et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes 2 candidats, à égalité. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. Et vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. Cette forme que l'on a d'ailleurs plus récemment retrouvée lors du dernier débat des présidentielles Le Pen-Macron. Et ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes, Je parlais de ils votre sont parti. sur les réseaux sociaux. Je parle du parti. Mais ce concept n'est pas propre à la politique, et loin de là. On le retrouve notamment sur des plateformes de créateurs, avec le récent YouTube, dans ce que l'on appelle des dramas, comprenant des punchlines plus ou moins bien trouvées via vidéo interposée. Mais surtout, on le retrouve à la télévision, et on appelle cela la télé-réalité. Dans des émissions comme Secret Story, ou Les Anges de la télé-réalité, on peut suivre les aventures quotidiennes de gens lambda, filmés dans leurs moindres faits et gestes. Les caméras ne sont pas cachées, et il est commun de les voir s'extasier ou se disputer, poussant parfois carrément à la caricature. Et l'on retrouve cette caricature même dans des émissions plus sérieuses telles que C'est à vous, où le concept de base est de présenter les créateurs d'une œuvre autour d'un dîner dit convivial. Et on se retrouve au final avec une présentation de produits qui n'en finit pas et un concours plus ou moins discret de qui des invités ou des chroniqueurs vannera le mieux la présentatrice. Mais nous pourrions aussi parler de TPMP, où sous couvert de critiquer les actualités ou des phénomènes de mode, on se retrouve avec des concours de tarte à la crème, ou pour être plus raccord avec l'émission et toucher à son côté bien vulgaire, qui se mettra le plus de nouilles dans le slip. Mais pour parler de la fascination qu'ont les jeunes, et parfois moins jeunes, pour ces émissions aux phénomènes relativement malsains, nous avons un personnage en béton sous la main. C'est bien sûr Truman Burbank, héros du film The Truman Show. Pour faire simple, Truman est né dans un studio géant, contenant une ville où il évolue en tant qu'acteur à son insu. Sa femme, ses voisins, le marchand de journaux, cette femme qui promène son chien ou ce patron exigeant, ils sont tous acteurs ou figurants. Sous la tutelle du metteur en scène Christophe, les acteurs régissent sa vie, et il n'est au courant de rien. Enfin au début, puisque le film montre son évolution, passant de naïf citoyen à fuyard d'émissions télévisées. Après quelques péripéties et l'affrontement avec ses plus violentes phobies, Truman finit par sortir du studio, marquant du même coup la fin du film et le début de ce qui va réellement nous intéresser. Au-delà du jeu d'acteur tout simplement incroyable de Jim Carrey, il est ici passionnant de suivre l'évolution du monde autour de l'émission. Car oui, la particularité de l'émission de The Truman Show est de fonctionner en direct, 24 heures sur 24, rythmant ainsi la vie des citoyens du monde.
Au petit déjeuner, déjeuner, dîner, la nuit, au travail, voire même dans les cafés, les téléviseurs sont partout, diffusant The Truman Show. Des milliards d'êtres humains regardant en même temps le même homme évoluer dans le même monde. Il est impressionnant dans le film de voir comment les gens répondent à l'appel du téléviseur. Une serveuse dans un bar, 2 grands-mères, 2 policiers ou un homme dans son bain, pour eux Truman est leur seconde vie. L'univers parallèle régi uniquement par le réalisateur Christophe. On pourrait presque lier cette passion qu'ont les gens pour la vie de Truman à l'allégorie de la caverne de Platon. Le philosophe décrit les humains comme installés au fond d'une caverne, regardant sur les parois des ombres s'agiter, ils croient que c'est la réalité. Ici, le téléviseur représenterait les ombres. Ils regarderaient depuis le fond de leur caverne cet écran sur lequel défile une vie, un monde, et ils iraient jusqu'à penser que c'est leur réalité. La crise économique est partout, des pauvres meurent dans les rues, mais la population est trop occupée à suivre Truman pour satisfaire leurs pulsions voyeuristes, se déconnectant ainsi de la réalité dure pour mieux intégrer celle, paradisiaque, du héros. Plus personne ne s'oppose au réel pouvoir, et visiblement l'investissement dans quelques écrans géants à fixer sur des buildings valait la chandelle pour ceux qui dirigent le monde, le vrai. Et avec la fin du film et la fuite de Truman, il va être dur pour ces peuples entiers de revenir dans le réel et le concret de la vie. Au vu de l'évolution de la société ces dernières années, comme on vient de le voir précédemment, le futur qui arrive pourrait très bien s'annoncer totalement contre-utopique. La population deviendrait servile et soumise à la minorité riche détenant le pouvoir, comme on le retrouve chez certains auteurs, tels que George Orwell dans le célébrissime 1984, chez Alan Moore dans les comics V pour Vendetta, ou encore avec la trilogie Hunger Games de Suzanne Collins et son récent succès. Mais sur toutes ces œuvres, nous allons nous intéresser à la dernière, Hunger Games. Elle a pour adaptation un film réalisé par Gary Ross. Celui-ci a été le premier film depuis 40 ans à atteindre le top du box-office, avec une femme comme protagoniste. Katniss Everdeen est une adolescente vivant dans une société dirigée par un organisme nommé le Capitole, qui sépare les prolétaires en 12 districts sous total contrôle. Ce régime oppressant impose chaque année un événement similaire à de la télé-réalité dans laquelle seront choisies au hasard 2 personnes de chacun des districts qui seront réunis dans une arène totalement informatisée. Ils devront alors s'entretuer jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un. La population vit dans une misère totale, comme dans On achève bien les chevaux, à l'exception que dans Hunger Games, la pauvreté est volontairement entretenue. Cette pauvreté mise en scène divertit le gratin, notamment lors des jeux où l'impuissance et la détresse des participants permettent aux riches de se sentir supérieurs. Car le Capitole traite les tribus luxueusement avant de les envoyer dans l'arène, ce qui déresponsabilise la classe privilégiée des horreurs commises par la suite durant le jeu. Ces atrocités sont filmées sans interruption avec des caméras disposées systématiquement de sorte à avoir des angles qui couvrent toute la surface du terrain, ce qui renvoie à The Truman Show et à son côté voyeuriste. Il s'agirait donc de l'aboutissement de notre société dans laquelle tout se normalise et où la révolution semble être un lointain souvenir de la préhistoire. En conclusion, nous pourrions dire que dans le passé, il s'agissait de faire oublier des épisodes difficiles aux gens et donc d'une certaine manière de faire passer la pilule. Maintenant, au-delà de la faire passer, le problème est pris à la source. On tente de nous abêtir en nous surdivertissant et en nous bombardant d'informations inutiles. Bref, simplement en nous empêchant de réfléchir. En attendant, merci d'avoir visionné cette vidéo de TPE. Nous espérons que le sujet et la réflexion vous ont intéressé, voire vous ont fait questionner.